Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée au premier épisode de la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Alors c'est a priori une vidéo plutôt destinée à celles et ceux parmi vous qui ont déjà vu l'épisode. Je commencerai par vous donner mon avis, pas mal argumenté puisque j'ai pas mal de choses à dire. Et puis ensuite on viendra à l'analyse, aux quelques références, notamment aux comics, pour enfin terminer sur les théories sur ce que pourrait nous réserver la suite de la série. Alors bien sûr, si vous avez envie de profiter de cette série et tout le reste du contenu sur Disney+, eh bien je vous invite à vous abonner en passant par le lien qui est disponible en description de la vidéo et cela vous permettra de soutenir la chaîne au passage, donc merci à vous. Et oui, je dois dire que j'ai plutôt un avis en demi-teinte sur ce premier épisode. Je pense qu'il lui manque certains éléments pour vraiment saisir le spectateur, même si j'ai aussi deviné des pistes intéressantes qui pourraient aboutir à un déroulement prometteur pour la suite. Je pense qu'au cœur de mon ressenti, on trouve surtout une question qui ressemble bien au défi que devra relever cette série sur ces 6 épisodes, et cette question consiste à savoir si ces personnages, mais aussi ces acteurs, ont l'étoffe pour devenir de véritables premiers rôles, pour tenir la série à bout de bras sur leurs épaules, vous prenez la métaphore que vous préférez. D'un côté, pour cette série, mon attente était plutôt forte, puisque, comme vous le savez sans doute si vous me connaissez depuis un moment, mon film Marvel préféré, c'est Captain America The Winter Soldier, mais de l'autre côté, je sais bien que les spectateurs, c'est comme le monde après le blip, eh bien, il va falloir qu'on se débrouille sans Captain America, sans Steve Rogers en tout cas. J'espère sincèrement qu'au bout des 6 épisodes de cette mini-série, j'aurai été convaincu, mais pour le moment, je demande encore à voir. Du côté des points positifs, on peut clairement retenir les 10 premières minutes, non seulement pour la scène d'action aérienne, digne d'un film, mais aussi pour le message d'ensemble que cela nous donne avant le discours de Sam au musée, mais j'y reviendrai plus en détail dans la partie analyse. Donc une scène d'action très impressionnante qui va mettre en valeur les capacités de Sam en solo, avec une incroyable maîtrise de son équipement, que ce soit en plein ciel ou en milieu fermé. Le tout se suit avec plaisir et on imagine le gros travail de réalisation derrière des prises de vue aussi ambitieuses, que ce soit en situation réelle ou en termes d'effets numériques. Et je ne sais pas si vous avez pensé la même chose que moi, mais on a un petit peu l'impression que Sam a gagné pas mal de points d'expérience pendant la bataille finale de Endgame. Il a même gagné plusieurs niveaux, puisqu'il a l'air encore plus balèze qu'avant. Seul petit bémol, la transition entre le semi-chaos technique que Sam se mange et la fuite des mercenaires en jumpsuit, c'était assez maladroit, ils auraient pu lui tirer dessus à plusieurs, l'acculer dans le fond de l'avion, mais il fuit sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Mais restons quand même dans le positif du côté de James Barnes, alias Bucky. On a droit à ce flashback en mode Soldat de l'Hiver qui renvoie immédiatement au plaisir du film avec cette musique glaçante et cette efficacité implacable. Dans le prolongement, la démarche de Bucky qui cherche à faire amende honorable est plutôt prometteuse pour la suite, même si l'exécution n'était pas sans reproche pour ce pilote. Enfin, il faut savoir que cette série laisse espérer de belles scènes de combat au corps à corps, un genre que j'affectionne tout particulièrement. En effet, même si ce n'était pas totalement évident encore dans ce premier épisode, la présence, le retour de Georges St-Pierre, le grand champion de MMA, dans le rôle de Georges Batroc, c'est déjà un élément, puis bien sûr il va revenir, on l'a vu chuter, il a quitté l'hélicoptère juste avant l'explosion, mais il va très certainement revenir au cours de la saison. Et puis par ailleurs, on a quelques réponses des acteurs lors d'interviews qui laissent vraiment espérer de belles chorégraphies au corps à corps. Bon, maintenant on va passer à ce qui fâche, à commencer par le manque d'investissement que j'ai ressenti, en tout cas pour le moment, dans l'histoire familiale de Sam. On nous emmène en Louisiane et 1 minute plus tard, on s'engueule sur la vente d'un bateau, mais comment se sentir concerné? On ne connaît pas cette famille, on ne nous introduit pas les personnages pour créer de l'empathie. Résultat, pour le moment, la sœur de Sam semble ressortir uniquement comme celle qui veut vendre le bateau, et tout ça ressort en un dialogue qui est artificiellement coupé en 3 morceaux, alors que finalement, il est très répétitif. Je pense que le problème provient en partie de la structure scénaristique de cette portion, et peut-être même d'un certain manque d'intensité dans l'interprétation. À la limite, la sœur dégage plus d'émotion que Sam, et c'est dommage, d'autant qu'on ne la connaît littéralement que depuis 5 secondes. Et j'en viens maintenant à la scène de demande de prêt, et j'en retire une impression d'entre-deux qui peut aussi s'appliquer à la scène de thérapie de Bucky. Et ce que j'appelle cet entre-deux, c'est l'incapacité qu'a ce premier épisode, en tout cas, à véritablement choisir quand il le faudrait entre tragédie et comédie. Alors ceci dit, je peux comprendre l'intention qu'il y a derrière, il est rare qu'une situation soit 100% tragique ou 100% comique
dans la vie, c'est souvent un étonnant mélange, mais le message de fond me semble ici brouillé en passant au shaker de cet étrange cocktail. Et autant je comprends parfaitement le sous-texte social et même politique avec la question du refus de prêt, autant j'ai du mal à prendre la scène au sérieux. Sam Wilson est sous contrat avec l'armée américaine depuis 6 mois, je pense qu'il doit être payé nettement plus que le bidas moyen, et puis bon, c'est un Avenger le mec quand même. Bah oui, franchement, c'est Sam Wilson, c'est le faucon, il pourrait tout simplement se faire sponsoriser, faire des pubs pour une marque de sport par exemple, ou si c'est tout à son honneur, il n'a pas envie de faire ce genre de truc, il pourrait par exemple donner quelques conférences, une ou deux, dans des lieux assez prestigieux, et je peux vous assurer qu'il serait très grassement payé. Et encore, on pourrait imaginer d'autres choses, même avec la simple promesse d'un livre dont il pourrait maîtriser le contenu auprès d'une grande maison d'édition, il deviendrait rapidement millionnaire. Alors dans ce contexte, comment expliquer que ce banquier lui refuse ce petit prêt, a priori, pour ce bateau, pour cette affaire familiale? Ce n'est pas très crédible malheureusement. Ici, le problème, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'on essaie de projeter une douloureuse situation socio-économique bien réelle sur un cas particulier, celui de Sam Wilson, qui rend l'ensemble parfaitement incohérent. On aurait pu parfaitement imaginer autre chose pour mettre en avant certains messages, comme par exemple si Sam se baladait avec une capuche de nuit dans un coin riche par exemple, il pourrait facilement se faire braquer par la police, et là on y croirait. Et pour en venir maintenant à la scène de thérapie de Bucky, je pense déjà que c'est un sujet extrêmement dur à réussir au cinéma ou en série bien sûr. D'une part, il a été traité de très nombreuses fois, et de l'autre, on est quand même dans une scène statique de discussion où énormément va reposer sur l'écriture et l'interprétation. Ici, on a le choix de gros plans extrêmes pour tenter d'y introduire une plus-value de réalisation, mais à mes yeux, le résultat est inverse. Ça m'a totalement sorti de la scène en mode « mais c'est quoi cet angle de vue chelou sur le pif de la dame ?» Allez, encore 2 derniers points concernant mon avis, et le premier, c'est l'absence d'interaction, malheureusement, dans ce premier épisode, entre Sam et Bucky, puisqu'ils ne sont jamais ensemble, tout simplement. Et c'est un peu dommage, puisqu'on nous a fait du teasing et pendant des semaines dans les bandes annonces, etc., sur la dynamique entre les deux. Alors du coup, on avait envie de voir ça, et on n'a même pas, pour compenser cette absence de rencontre entre les deux, un petit baron Zemo pour venir nous hyper. Alors je sais bien que c'est volontaire, c'est pour faire monter la sauce, entre guillemets, mais disons que quand on n'a que 6 épisodes, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de prendre son temps? Je sais pas. Enfin, la dernière scène sur la révélation du nouveau Captain est cool, et j'ai vu qu'elle a fait pas mal réagir sur les réseaux, mais bon, aussi quand on a vu les bandes annonces, l'effet de surprise tombait sérieusement à plat. Passons maintenant à l'analyse et aux différents clins d'œil, et j'ai envie de revenir donc sur les premières minutes de l'épisode, qui sont bien construites, on le ressent d'autant plus au second visionnage. Au tout début, on a une scène très simple qui nous montre avec une certaine subtilité le choix de Sam. Il est l'homme normal qui repasse sa chemise et endosse ce costume de normalité, en renonçant au destin que Steve lui a légué. Et pourtant, tout juste après cette introduction, on a la démonstration de ses capacités de héros en solitaire, alors qu'il va secourir l'officier américain. Et voilà qui vient éclairer le discours de Sam au musée Smithsonian sous un nouveau jour, du moins quand on le lit entre les lignes, comme le fait James Rhodes. Sam dit qu'on a besoin de nouveaux héros adaptés à l'époque, il ne croit pas en sa propre légitimité, et ça, James le ressent. James regrette ce choix de Sam, et il tente à sa façon de l'amener à prolonger sa réflexion. Dans ce discours, Sam va aussi développer sa vision de Captain America, qui vient justement prouver qu'il est fait pour prendre la suite. L'essentiel, ce n'est pas l'immense symbole que représente le bouclier, mais les valeurs de l'homme qui le brandit. Une phrase qui résonne d'autant plus bien sûr avec la révélation de fin de l'épisode, puisque même si on ne connaît pas encore ce John Walker, ce nouveau Captain America, on sent qu'il n'annonce rien de bon avec son pistolet à la ceinture. Pour revenir dans la chronologie de l'épisode, on a l'introduction du lieutenant Joaquin Torres, et dans sa discussion avec Sam en Tunisie, on apprend que ce dernier travaille pour l'US Air Force depuis 6 mois maintenant, ce qui nous donne environ le temps écoulé, en tout cas dans la série, depuis le blip, sachant que le blip, c'est bien sûr ce retour de la moitié de la population. Au début, ils discutent vite fait des LAF, qui apparemment le groupe de mercenaires autour de George Batroc. Alors dans les comics, il a bien une brigade autour de lui, Batroc, mais rien qui a le nom LAF. On remarque que Torres recherche des marques laissées par les Flag Smashers, en réalité augmentée avec son téléphone, et bizarre qu'il en trouve une justement à quelques mètres de leur terrasse, mais bon, admettons. Alors il faut savoir que dans les comics, Flag Smasher, c'est un personnage isolé, ce n'est pas un groupe,
et en gros il veut faire disparaître toute notion de nationalité, ce qui est un petit peu ce qu'on retrouve dans le résumé de l'idéologie du groupe des Flag Smashers dans la série. En effet, un monde unifié sans frontières, voilà qui promet des dialogues, des échanges intéressants, puisque c'est quand même un point de vue qu'on peut assez aisément comprendre, mais reste à déterminer quelle véritable motivation se cache derrière leurs actions. Concernant le lieutenant Torres lui-même, il faut savoir que dans les comics, il est appelé à devenir le nouveau Faucon suite à une expérience génétique en résumé. Alors rien ne permet de dire que c'est ce qui se passera dans la série, mais par contre il reste possible qu'à un moment critique par exemple, le lieutenant ait besoin d'utiliser l'équipement de Sam, ce qui viendrait éclairer d'une nouvelle lumière cette petite scène au début donc quand ils sont attablés et qu'ils cherchent à aider Sam en train de réparer son matos. Du côté de Bucky, j'ai apprécié ses interactions avec Yori, le père du témoin gênant qu'il avait tué quelques années plus tôt en tant que Winter Soldier. Pas grand chose à ajouter pour le moment, j'attends de voir où cela va l'amener, mais jetons un œil quand même sur les noms de son carnet. Je me demande si on n'aurait pas du côté gauche les personnes que Bucky veut neutraliser et du côté droit les noms de ses victimes. La sénatrice Atwood est sur la page de gauche bien sûr, et comment ne pas aimer ce sourire forcé que lui fait Bucky avant de partir. Parmi ces noms de gauche justement, on peut a priori reconnaître celui de Andrei Rostov, alias le Barbare Rouge, un gardien de goulag qu'on trouvait notamment dans un comics de Ed Brubaker. Et oui, en effet, le soldat de l'hiver s'était retrouvé au goulag après l'assassinat de citoyens russes. Concernant le nom El Kaminsky, il correspond a priori à un éditeur et scénariste de comics Marvel qui a travaillé sur différents comics, notamment Captain America, et un en particulier qui concerne personnellement Bucky, puisqu'on y voit le Captain qui fait la rencontre, la connaissance d'une sœur survivante de Bucky. Alors est-ce que c'est un indice pour la suite de la série? On verra. Paul Walter Hauser a tourné avec Sebastian Stan et c'est un acteur doué que j'avais découvert dans la série Kingdom située dans le monde du MMA. Quant à C. Kuznetsov, il pourrait correspondre au créateur du robot soviétique Udarnik dans un comics Iron Man. Ce qui est amusant, c'est que l'histoire de ce robot est directement liée à la Lune, ce qui pourrait rejoindre la théorie farfelue sur le nouveau lieu de villégiature de Steve Rogers. Et concernant le nom H. Zemo, enfin, alors bien sûr ça peut correspondre à Helmut Zemo, celui qu'on a déjà vu dans Civil War, mais le H pourrait aussi signifier Heinrich, qui correspondrait au père d'Helmut Zemo, et que le Winter Soldier, au cours de sa longue carrière, aurait pu croiser. Et puis quand même, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas aperçu un bout de la cagoule, violette du baron Zemo dans cet épisode. Voilà. Et pour tout ce qui concerne les pouvoirs des Flag Smashers, puisqu'on a vu qu'au moins un d'entre eux avait des capacités plus ou moins de super soldats, eh bien le mieux c'est d'en parler dans les théories. Et justement avant de passer à cette dernière partie consacrée aux théories, si vous avez trouvé ce t-shirt Loki absolument fabuleux, eh bien déjà vous avez bon goût, et sachez que vous pourrez le retrouver avec des tas d'autres modèles, que ce soit Marvel ou Star Wars, dans le lien que vous trouverez en description de la vidéo, alors faites-vous plaisir, ou à d'autres gens aussi, c'est bien les cadeaux. Allez, c'est parti pour les théories, et dans une telle série qui va parler de l'héritage de Captain America, on va forcément se poser la question des capacités surhumaines, puisque Sam n'en a pas, et qui dit capacité du Captain America dit sérum de super soldat. À mes yeux, il ne fait aucun doute que cette série va plonger en profondeur dans les manigances d'État autour de ces questions de sérum de super soldats, et on en trouve déjà des indices dans le générique de fin. En effet, on devine le visage de Carl Lumbly, associé à un dossier effacé qui mentionne un numéro de sujet. Sujet de quoi? D'expérience, bien évidemment. Et oui, il va de soi qu'après la disparition tragique du professeur Erskine, qui avait mis au point le fameux sérum qui avait transformé Steve Rogers, il est certain quasiment que différentes agences ou encore l'armée elle-même a fait des recherches pour essayer de reproduire le sérum. Et pour ce faire, ces gens ont eu besoin de cobayes, et à l'époque, quoi de mieux que des Afro-Américains qui étaient alors clairement des citoyens de seconde zone. Et oui, Carl Lumbly a de fortes chances d'incarner à l'écran le personnage de comics Isaiah Bradley, le seul survivant de ces tests, et surtout celui sur lequel ils auraient fonctionné. Dans les comics, Isaiah est le grand-père d'Elijah Bradley, appelé à devenir le Patriote, un membre des Young Avengers. Cette idée est renforcée par cette image de cartouche du fameux sérum bleu, image au-dessus de laquelle est mentionné le nom Power Broker. Dans les comics, Power Broker, c'est le pseudonyme de Curtis Jackson, le fondateur de l'organisation criminelle La Corporation, qui se spécialise dans la vente de pouvoir aux plus offrants. Remarquez le costume de John Walker sur ce dessin, qui n'est pas sans rappeler les jumpsuits
du groupe de Batroc, mais c'est sans doute une coïncidence. Parmi les scientifiques de cette organisation, la corporation, on retrouve aussi un certain Karlin Malus, et si je parle de lui, c'est parce que dans les comics, il est le responsable de la fameuse transformation de Joaquin Torres en nouveau Faucon. On peut dire que l'enjeu de ce sérum de super soldat est déjà présent en filigrane dans son premier épisode avec la question de la super force des Flag Smashers, mais aussi on peut s'interroger sur les capacités de John Walker, ce nouveau Captain America qui est aussi connu dans les comics sous le nom de US Agent. Il me semble très probable qu'au fur et à mesure des épisodes, Sam et Bucky se retrouveront à la recherche de ce Power Broker et découvriront au passage, déterreront même certains des salles secrets de ce qu'on peut appeler l'état profond. Et oui, vous savez, l'état profond, c'est cette théorie qui laisse supposer qu'il existerait un état dans l'état qui contournerait le processus démocratique pour mener vers des décisions beaucoup plus froides et sans état d'âme. Et quand on parle de tout ça, on peut penser bien sûr au général Ross, dont on ne connaît pas le statut en 2023, peut-être qu'il est devenu président, allez savoir. On peut aussi imaginer les prémices de la formation des Thunderbolts, ce groupe d'anciens super-vilains présentés comme des héros. Ce qui sera intéressant pour la suite, c'est de découvrir la position du baron Zemo à ce sujet, puisqu'a priori, il est farouchement opposé à la prolifération des super, donc possible qu'il ait un point de vue commun, des intérêts communs en tout cas, pendant un temps avec Sam et Bucky, alors qu'ils les enquêteront sur ce Power Broker, ou encore sur les manipulations de l'État. Et si on veut aller encore plus loin, l'aboutissement du programme reste quand même la création du Hulk rouge, à savoir le général Ross lui-même. Je ne sais pas si la série ira jusque-là, mais ce serait bien excitant si c'était le cas. Et oui, vous le savez, si vous ne laissez pas un pouce en l'air, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne alors que vous avez apprécié cette vidéo, eh bien je serai obligé de troubler complètement votre maîtrise des règles de la bataille navale, et vous finirez par jouer comme Bucky et la serveuse avec qui il est sorti, vous ferez n'importe quoi, ce sera moche. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!